5 ans. 5 ans à prendre soin de mon épouse alitée, à tout abandonner pour elle. Puis le nouveau médecin, la voix basse, m'a glacé le sang. Elle est en parfaite santé. Fuyez-la. Je suis rentré à Soc, incapable de digérer ces mots. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir sur le canapé. À 3 heures du matin, à travers l'entrebâillement de la porte, j'ai vu quelque chose qui a anéanti mon monde. Mais pour comprendre cela, je dois tout raconter depuis le début. Tout a commencé il y a 5 ans. Lorraine a présenté de légers vertiges, une fatigue extrême, puis des douleurs dans les jambes qui la faisaient pleurer la nuit. Le docteur Marcel, notre médecin de famille de longue date, a posé un diagnostic dévastateur, une maladie dégénérative rare. Elle s'attaquait à son système nerveux, affaiblissait ses muscles, la rendrait incapable de marcher. Il n'y avait pas de remède, seulement des traitements palliatifs coûteux et des soins constants. Je me souviens du jour où Lorraine a cessé de marcher. Un mardi après-midi, elle a tenté de se lever, mais ses jambes ont lâché. Elle s'est effondrée en pleurs, craignant d'être un fardeau. Je l'ai ramenée au lit et je lui ai promis, du fond du cœur, « Tu ne seras jamais seule. Je serai toujours là. » Une promesse que j'ai tenue. J'ai démissionné de mon poste d'ingénieur, une carrière de 25 ans avec un salaire de 4 000 € par mois. Lorraine me nécessitait une présence 24 heures 24. J'ai vendu ma berline noire, ma fierté, pour 12 000 € afin de couvrir les premiers mois de médicaments. Puis j'ai hypothéqué la maison, 30 000 € engloutis dans les études, traitements expérimentaux et consultations de spécialistes. Mes amis ont cessé d'appeler, lassés de mes annulations pour les crises de Lorraine. Seule ma sœur Brenda restait. Chaque semaine, elle m'apportait nourriture et réconfort. « Georges, tu es épuisé, me disait-elle. Prends soin de toi aussi. » Mais comment penser à moi quand Lorraine souffrait tant? Ma routine est devenue mécanique. Lever à 6 heures, préparer son petit déjeuner spécial, l'alimenter, la baigner, la nettoyer, l'habiller. Au début, Lorraine pleurait de honte, mais je lui assurais que c'était l'amour. Ensuite venaient les médicaments, des dizaines de pilules soigneusement consignées. Le docteur Marcel approuvait mon registre. Les après-midi étaient consacrés aux séances de kinésithérapie, massant ses jambes pendant 1 heure, malgré ses gémissements de douleur, pour éviter l'atrophie totale. Les nuits, c'était le pire. Les crises. Elles survenaient sans avertissement. Lorraine tremblait violemment, ses yeux révulsés, sa respiration erratique. Je la tenais, lui parlais doucement jusqu'à ce que ça passe. Épuisée et effrayée, elle me murmurait « Je ne veux pas mourir, Georges. J'ai si peur. » Je la serrais, lui promettant que tout irait bien. Je dormais sur le canapé pour être proche, 3 ou 4 heures par nuit si j'avais de la chance, le reste du temps en veille. Mes sorties au supermarché étaient chronométrées, 28 minutes maximum. Lorraine avait une sonnette d'appel et la pressait souvent quand j'étais dehors. Je rentrais en catastrophe, abandonnant mon caddie, pour la trouver en pleurs, terrifiée d'être seule. Les mois et les années passèrent. J'avais vieilli d'un coup. À 46 ans, au début de tout cela, je paraissais encore jeune. À 51 ans, mes cheveux étaient entièrement gris, mon visage ridé, mon dos douloureux à force de porter Lorraine. Mais je ne me plaignais jamais. C'était le sacrifice de l'amour. Le docteur Marcel prit sa retraite, nous laissant 1 mois pour nous préparer. Il nous recommanda le docteur Martin, un jeune spécialiste réputé. La première consultation avec le docteur Martin fut étrange. Il examina les dossiers de Lorraine avec une expression indéchiffrable, posa des questions inédites et demanda de nouveaux examens approfondis, analyse de sang complète, IRM. Il expliqua vouloir s'assurer de la pertinence du traitement. 2 semaines plus tard, il me convoqua seul. Ces mots détruisirent ma réalité. « Georges, votre femme est en parfaite santé. » Je refusais de le croire, arguant qu'il ne connaissait pas le cas comme le docteur Marcel, mais il resta ferme. J'ai examiné chaque dossier, chaque analyse, chaque radiographie des 5 dernières années, dit-il d'une voix calme. Il n'y a aucune maladie dégénérative, aucune lésion du système nerveux, pas d'atrophie musculaire réelle. Les nouveaux examens le confirment. Votre femme peut marcher parfaitement. Il me montra des papiers médicaux.
Les médicaments qu'elle prend ne sont que des suppléments vitaminiques et des anxiolytiques légers. Rien ne justifie le traitement que vous décrivez, ni les épisodes que vous appelez des crises. Il n'y a aucune preuve médicale de leur réalité. La pièce tourna. C'est impossible, murmurai-je. Je l'ai vu souffrir. Ses tremblements, sa douleur, sa faiblesse. J'ai porté son corps inerte. Le docteur Martin soupira. Georges, j'ai déjà vu de tels cas. Votre femme souffre, oui, mais c'est psychologique. Soit elle croit vraiment être malade, nécessitant un traitement psychiatrique immédiat, soit, il marqua une pause, soit elle simule délibérément. Dans ce second cas, vous devez vous protéger, sortir de cette situation. Je restais silencieux. Ma réalité de 5 ans s'écroulait. Le docteur Marcel le savait ? Demandai-je d'une voix tremblante. Le docteur Martin hésita. Les notes du docteur Marcel sont inconsistantes. Certains diagnostics n'ont aucun soutien dans les études. Certaines prescriptions sont étranges. Je ne peux pas affirmer ce qu'il savait ou non, mais avec ces preuves, vous devez prendre des décisions. Il me tendit les copies des nouveaux examens. Emportez ceci. Consultez qui vous voulez. Mais s'il vous plaît, Georges, soyez prudent. Si mes soupçons sont fondés, vous avez été manipulé pendant des années, et les personnes capables d'un tel mensonge sont dangereuses. Je quittai le cabinet comme un zombie, les papiers dans mon sac, et conduisis sans vraiment réfléchir. Mon cerveau était éteint. C'était trop grand, trop impossible. En rentrant, je trouvai Lorraine au lit, comme toujours, regardant une émission de cuisine. Elle entendit mon arrivée, tourna la tête avec son faible sourire habituel. « Comment ça s'est passé, mon amour ?» demanda-t-elle. « Qu'a dit le docteur Martin ?» Il me fallut un effort immense pour que ma voix semble normale. « Tout va bien. Il dit de continuer le traitement actuel. Que tu es stable. » Elle soupira de soulagement. « Tant mieux. Ça me fait peur quand il change de médecin. On ne sait jamais si le nouveau comprendra mon cas. » J'acquiesçai et lui annonçai que j'allais préparer le déjeuner. Dans la cuisine, je m'appuyai contre le réfrigérateur, respirant profondément, luttant pour ne pas m'effondrer. Et si le docteur Martin avait raison? Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Comment? Pourquoi quelqu'un simulerait-il une telle chose pendant 5 ans? Quel en était le but? Je préparai machinalement son repas spécial. Poulet bouilli sans sel, légumes vapeur, riz blanc. Je le lui apportai au lit, l'aidai à s'asseoir, calant les oreillers. Pendant qu'elle mangeait, je l'observais, cherchant des failles, des signes de mensonge, mais je ne vis rien de différent. C'était Lorraine, comme toujours. Elle mangeait lentement, avec précaution. Quand elle eut fini, elle me remercia d'un baiser sur la joue. « Tu es si bon avec moi », murmura-t-elle. Prétextant un mal de ventre, je n'ai pas pu dîner. Assis sur le canapé, tandis qu'elle regardait la télévision, j'analysais chacun de ses gestes, cherchant à confirmer ou infirmer les dires du docteur Martin. À 22 heures, après qu'elle ait pris ses médicaments, j'ai massé ses jambes, se plaignant de crampes. Mes mains parcouraient ses membres, les mots du médecin résonnant. Pas d'atrophie musculaire réelle. Ses jambes me semblaient faibles. Étais-je en train de voir ce que je voulais? « Tu vas bien, Georges ?» a demandé Lorraine. « Je te sens distrait. »« Fatigué, ai-je répondu. Elle a caressé ma joue. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Allongé sur le canapé, dans l'obscurité, je n'ai pas pu fermer l'œil après que Lorraine se soit vite endormie. Les mots du docteur Martin résonnaient. Fuyez-la. Fuir ma femme, à qui j'avais dédié 5 ans? Absurde, impossible. Une explication devait exister. Le docteur Martin pouvait-il se tromper? Vers 3 heures du matin, des craquements, bruits de draps et des pas m'ont tiré de mes pensées. Je me suis redressé sur le canapé. La porte de la chambre était entr'ouverte. Mon cœur s'est emballé. Je me suis levé, approché pieds nus, retenant mon souffle. Par l'entrebâillement, j'ai vu Lorraine, debout, près du lit, s'étirant. Aucune faiblesse, aucun tremblement. Elle a marché vers la commode, d'un pas normal, sans trace de faiblesse. Elle s'est accroupie, a sorti un portable inconnu et l'a allumé. Son visage s'est éclairé d'un sourire que je ne lui connaissais pas, large, satisfait, cruel. Elle a composé un numéro. Oui, c'est moi.
il dort. Tout est parfait. L'idiot ne se doute de rien. Mes jambes ont failli me lâcher. Lorraine a ri, un rire cruel. Combien de temps? Jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. La maison est presque à mon nom. La nausée m'a pris. T'inquiète, Maricela, j'ai géré ça pendant 5 ans. Maricela, sa meilleure amie, celle qui pleurait à ses côtés. Le docteur Marcel a été un cadeau du ciel. Ce vieil homme a cru chaque mot. Et Georges est si naïf, il fait tout ce que je lui demande. Je me suis éloigné de la porte et j'ai faim de dormir. Lorraine avait tout simulé. Douleur, crise, fragilité. 5 années de sacrifice n'étaient qu'un mensonge. Officiellement, c'était pour la maison et l'argent, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond. Je ne pouvais pas l'affronter sans preuve. Le lendemain, j'ai repris ma routine comme si de rien n'était, puis je suis allé à la banque. Là, j'ai découvert des virements que je n'avais jamais autorisés. De petites sommes régulières vers un compte inconnu, pour un total d'environ 40 000 euros. Ce compte avait été ouvert 6 ans plus tôt, avant sa prétendue maladie. Tout avait été planifié. Perdu, j'ai roulé sans but. Lorraine m'a appelé, jouant l'inquiétude et la peur. Je lui ai dit que je rentrais, mais je suis resté immobile encore quelques minutes. Pour la première fois, je l'ai laissée attendre. Quand je suis rentré, elle pleurait, parfaite dans son rôle. Je l'ai consolée, tout en l'observant. Sans ce que j'avais découvert, je l'aurais cru. Mais désormais, je savais. Je vivais avec une actrice dangereuse. Et ce n'était que le début. J'ai photographié les médicaments de Lorraine, découvrant sur Internet qu'il s'agissait de simples vitamines et anxiolytiques, ne justifiant en rien les 4 000 euros mensuels. Où allait cet argent? En examinant nos reçus médicaux, je découvris des anomalies, des examens doublement facturés, des montants variables. J'ai tout photographié. J'ai simulé mon départ, puis suis revenu discrètement. J'ai surpris Lorraine au téléphone avec Maricela. « Georges est bizarre », disait-elle. « J'ai peur s'il découvre avant que je signe les papiers de la maison. » Un mois de plus, Maricela. Dès que la propriété sera à mon nom, je pourrai aller mieux. Après, on verra. Mon sang bouillait, mais je me suis retenu de tout déballer. Ce n'était pas que l'argent, c'était le contrôle. J'avais été l'idiot parfait. Je suis ressorti et fait le tour du pâté de maison et suis rentré bruyamment. « Je suis là, mon amour !» ai-je crié. Sa voix faible a répondu « Oh, tant mieux. Tu m'as manqué. » Ce soir-là, ma sœur Brenda m'a appelé. « Georges, j'ai besoin de te parler seul. C'est important. » Son ton m'a inquiété. Elle viendrait le lendemain à 15 heures, pendant la sieste de Lorraine. Quand j'ai raccroché, Lorraine a grimacé. « Brenda? Demain? Les visites me fatiguent. » Je l'ai rassurée, mais elle a soupiré, comme une charge. Quelle ironie! 5 ans à éloigner ma famille et mes amis pour qu'elle puisse se reposer. Je comprenais. Lorraine ne voulait pas de visiteurs, car cela rendait son numéro plus difficile. Il lui était plus simple de me garder isolé, sous son contrôle. Le lendemain, Brenda est arrivée à 15 heures. Lorraine dormait dans la chambre. Ma sœur, nerveuse, tenait une chemise. « Georges, je dois te montrer quelque chose, ne te fâche pas. » Mon cœur s'est accéléré. Elle a étalé des photos. Lorraine dans un café, un centre commercial, marchant normalement dans la rue, avec des sacs. « Où as-tu eu ça ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « J'ai engagé un détective privé il y a 3 mois, a avoué Brenda, les yeux embués. Pardonne-moi, mais je ne pouvais plus te voir te détruire. Je regardais les photos, chacune portait date et heure, toutes prises quand Lorraine était censée être alitée. Lorraine riait avec Maricela dans un restaurant, sortait d'un salon de beauté et était devant l'entrée du même banc où j'avais consulté nos comptes. « Il y a plus », a ajouté Brenda. « Le détective l'a suivie 2 mois. Elle quitte la maison 3 fois par semaine, quand tu fais les courses. Elle a une routine. Elle sait exactement combien de temps elle a avant ton retour. » Brenda a justifié son silence. Elle voulait des preuves solides avant de me briser le cœur. Elle m'a pris la main. « Georges, ta femme te trompe, elle t'utilise. » Je ne pouvais plus me taire. J'ai tout déversé. Les paroles du docteur Martin, ma découverte nocturne, l'appel, les mouvements bancaires. Brenda a éclaté en sanglots. « C'est de l'abus, Georges, » a-t-elle dit,
citant les abus économiques, émotionnels et psychologiques. J'ai admis la nécessité d'agir, mais insisté pour comprendre la pleine étendue de son plan avant d'intervenir. Brenda a convenu de poursuivre l'enquête sur Lorraine et Maricela, tandis que je collecterai des preuves de l'intérieur. Une demi-heure après, Brenda est partie, m'assurant que j'étais plus fort que je ne le croyais et que je m'en sortirais. Quand je suis entré dans la chambre, Lorraine était éveillée. « Que voulait Brenda ?» m'a-t-elle demandé. « Juste te saluer et t'apporter ça. » Je lui ai montré un sac de fruits. Elle l'a regardé avec indifférence, me demandant de la saluer la prochaine fois. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai fouillé la maison. Dans son placard, j'ai découvert des robes élégantes, des chemisiers chers, des chaussures à talons neuves, des vêtements que je ne lui connaissais pas. Avec quel argent? J'ai continué. Sous le matelas, une enveloppe contenait des documents de transfert de propriété de la maison, au seul nom de Lorraine, presque finalisés. Il manquait juste ma signature et celle d'un notaire. Il y avait aussi un brouillon de lettres, de sa main. « Cher Georges, quand tu liras ceci, je serai parti. J'ai besoin d'une nouvelle vie, loin de la maladie. La maison est la seule chose que je te demande. Après tes sacrifices, je mérite au moins ça. Ne me cherche pas. » Je l'ai lu 3 fois. Le plan était clair. S'approprier la maison, guérir miraculeusement et disparaître, me laissant ruiné et endetté. J'ai tout remis en place et pris des photos de chaque document. Les jours suivants, j'ai approfondi mon enquête sur l'ordinateur partagé. J'ai découvert des emails avec Maricela, datant d'il y a 6 ans, avant sa prétendue maladie. Maricela doutait. « Sûr que ça marchera? C'est long de faire semblant. » Lorraine répondait. « Georges est prévisible. Bon jusqu'à la bêtise. Ça marchera. » Un autre email, 4 ans plus tard. « Le docteur Marcel tombe amoureux de moi. Il signera tout. » Maricela répondait. « Tu es brillante, maléfique, mais brillante. » D'autres emails, avec un avocat inconnu, détaillaient comment maximiser ses gains lors d'un divorce, s'assurer la maison et me dépeindre comme un mari négligent. Elle ne voulait pas seulement tout me voler, mais aussi détruire ma réputation. J'ai imprimé chaque email et les ai cachés dans ma voiture. Une semaine après, le docteur Marcel m'a appelé d'urgence pour Lorraine. Je l'ai trouvé chez lui, retraité, l'air hagard, ayant vieilli de 10 ans. « Georges, asseyez-vous, » m'a-t-il dit. « Je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des années. » Je me suis assis. Le docteur Marcel s'est couvert le visage de ses mains. Lorraine n'a jamais été malade. Jamais. Tout était un mensonge. Et moi, j'ai été complice. J'ai ressenti un mélange d'apaisement et de fureur. Apaisement que la vérité soit enfin confirmée. Fureur que cet homme, ce supposé professionnel, ait participé à la destruction de ma vie. Pourquoi ? Ai-je demandé sèchement. Le docteur Marcel, en larmes, a avoué. Parce que j'étais un vieil imbécile amoureux. Lorraine est venue me voir il y a 6 ans. Elle avait des problèmes financiers et voulait assurer son avenir, me disant que vous étiez bon, mais naïf. Il a confessé comment elle l'avait séduit, le convainquant de falsifier les diagnostics. Seul et flatté par son attention, il avait cédé. Je n'ai jamais cru que cela durerait 5 ans. Je ne pouvais plus l'arrêter. Pourquoi maintenant ? Le docteur Martin m'a confronté. Il savait que les dossiers étaient faux et a menacé de me dénoncer. Ma conscience ne me laisse plus dormir. La culpabilité m'a rendu malade. Il ne me reste pas beaucoup de temps, Georges. Je dois réparer le mal. Il m'a tendu un dossier. Tout est là. Mes notes réelles, les faux diagnostics, des copies de nos conversations. Tout ce qu'il vous faut. J'ai saisi la chemise, ma liberté en papier. Je suis sorti de chez le docteur Marcel, le dossier serré contre moi. Ce n'était pas seulement la trahison de Lorraine, mais celle d'un médecin de confiance. 5 ans de sacrifice pendant qu'il se moquait de moi. Quelque chose en moi s'était brisé d'une manière que je ne savais pas possible. J'ai conduit des heures jusqu'à un belvédère. Seul dans ma voiture, j'ai pleuré pour la première fois. Pour les 5 années perdues, mon travail, mes amis, l'homme que j'étais, la confiance brisée. Mais aussi de soulagement, car j'avais les preuves pour sortir de ce cauchemar. Rentré vers 21h, j'ai trouvé Lorraine furieuse. « Où étais-tu ? J'ai eu une crise terrible, j'étais seul. »
Le maquillage frais et la chambre impeccable contredisaient ses dires. J'ai fait des démarches, ai-je répondu calmement. Des choses à la banque. Elle m'a jaugé, cherchant un soupçon. Es-tu sûr que tout va bien, Georges? Tu es bizarre. Je suis juste fatigué, Lorraine. 5 ans à prendre soin de toi sans répit, n'importe qui le serait. Son expression s'est adoucie, le mode manipulation activé. Je sais, mon amour, et je regrette d'être un fardeau. Parfois, je pense que tu serais mieux sans moi. Avant, ces mots m'auraient brisé. Maintenant, je n'éprouvais que du dégoût. Ne dis pas ça, ai-je répondu machinalement. Je vais préparer le dîner. Dans la cuisine, j'ai appelé Brenda. J'ai besoin du meilleur avocat de divorce, discret. Je m'en occupe, a-t-elle répondu. Rendez-vous après-demain avec Omar Vega, réputé pour les cas complexes. Je lui ai résumé la situation, il est très intéressé. Merci Brenda. C'est ça, la famille. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Omar dans son bureau. Un homme d'une 50aine d'années, au regard vif. Je lui ai tout montré. Photos, documents du docteur Marcel, email, relevé bancaire, papier de transfert de propriété. Il a tout examiné méticuleusement. Puis il s'est penché en arrière et a sifflé. C'est une des fraudes matrimoniales les plus élaborées que j'ai vues, a-t-il dit. Votre femme a commis fraude financière, conspiration avec un professionnel de la santé, falsification de documents. Cela dépasse le divorce, Georges. Cela pourrait être criminel. Je ne cherche pas vengeance, dis-je, épuisé. Je veux seulement m'en sortir, récupérer ce qui m'appartient et reprendre ma vie. Omar a insisté. Vous devez vous protéger légalement. Cette femme est dangereuse et pourrait agir de manière imprévisible si elle découvre la vérité. Il a détaillé le plan. Sécuriser les comptes bancaires, accumuler plus de preuves, déposer la demande de divorce avec toutes les pièces justificatives et demander une ordonnance restrictive si nécessaire. J'ai demandé « Combien de temps cela prendra-t-il » 2 semaines, si nous agissons vite. Mais Georges, vous devez continuer à faire comme si de rien n'était. Le moindre soupçon pourrait l'inciter à détruire des preuves ou à transférer l'argent auquel elle a encore accès. J'ai acquiescé. 2 semaines de plus à feindre, à m'occuper de la femme qui avait détruit ma vie, à supporter l'insupportable. Mais j'avais un but, une fin en vue. Pendant ces jours, j'ai poursuivi ma routine tout en approfondissant mon enquête. J'ai contacté la compagnie d'assurance maladie de Lorraine. La représentante m'a informé qu'ils avaient versé plus de 200 000 € en traitements et médicaments sur 5 ans pour une maladie inexistante. J'ai exigé un relevé détaillé. L'examen du document a révélé que de nombreux traitements n'avaient jamais eu lieu et que des médicaments n'avaient jamais été achetés. L'argent avait été détourné via des cliniques fantômes et des ordonnances falsifiées. Le docteur Marcel était plus qu'un complice romantique. Il était un partenaire financier dans cette fraude. J'ai aussi engagé un expert comptable forensique recommandé par Omar. En 3 jours, il m'a remis un rapport accablant. Lorraine avait systématiquement volé bien plus que les transferts déjà identifiés. Des cartes de crédit ouvertes à mon nom à mon insu. Des prêts personnels jamais autorisés. Le total s'élevait à plus de 180 000 € de dettes que j'étais censé lui devoir. Comment a-t-elle pu faire ça sans ma signature? Ai-je demandé. Falsification, et probablement avec l'aide d'une personne ayant accès à des documents légaux. Vous devrez le signaler aux autorités. Omar avait raison. C'était criminel. 1 semaine avant le dépôt de la demande de divorce, Lorraine m'a tendu des documents. Les papiers de transfert de propriété. Georges, l'avocat, dit que c'est mieux que la maison soit à mon seul nom pour les impôts et l'assurance maladie. On pourrait ainsi obtenir plus d'aide gouvernementale. Je les ai fixés, la rage au ventre. Quel avocat? Ai-je demandé d'un calme fin. Un que Maricela m'a recommandé, spécialiste des cas médicaux complexes. Bien sûr, Maricela. Laisse-moi les lire d'abord, ce sont beaucoup de pages. J'ai décelé un éclair de panique avant qu'elle ne se reprenne. Bien sûr, mon amour, mais l'avocat les veut signer cette semaine. C'est urgent pour l'aide. Je comprends. Je les examine ce soir et nous en parlons demain. Cette nuit-là, j'ai photographié chaque page et les ai envoyées à Omar. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Ne signez rien. Ces documents ne vous retirent pas seulement la maison. Ils vous rendent aussi responsable de toutes les futures dettes médicales. C'est un piège juridique parfait.
Le lendemain, j'ai dit à Lorraine que mon propre avocat devait examiner les documents avant que je ne signe. Elle a tenté de me persuader que c'était inutile, que je la blessais par ma méfiance. Elle a utilisé toutes ses tactiques, pleurs, cris, fausses crises, m'accusant de la tuer par mon manque de foi. Je suis resté inflexible. Je ne signerai rien sans avis juridique. Si c'est réellement juste pour les impôts, une confirmation extérieure ne posera aucun problème. Lorraine m'a ignoré pendant 2 jours après ça, me tournant le dos, refusant mes repas, agissant comme si j'étais le méchant. Je l'ai laissé faire, sachant que tout prendrait fin en moins d'une semaine. Brenda est venue me voir la veille du dépôt. Es-tu prêt m'a-t-elle demandé. Plus que prêt. As-tu peur de sa réaction? J'ai peur, j'avoue. Mais je suis épuisé. 5 ans de mensonges. Il faut que ça se termine. Ça se terminera, et après ça, tu pourras guérir. Elle m'a serré fort. Cette nuit-là, la dernière avant que tout n'éclate, je suis resté éveillé, les yeux rivés au plafond. Je pensais à l'homme que j'étais 5 ans auparavant. Un ingénieur prospère, entouré d'amis, plein de projets, avec une vraie vie. Lorraine m'avait volé plus que de l'argent. Elle m'avait dérobé mon temps, ma jeunesse, ma confiance, ma dignité. Mais elle ne me volerait pas mon avenir. À 3 heures du matin, j'ai entendu Lorraine se lever, marcher, puis parler au téléphone avec Maricela. Je l'ai presque convaincue de signer. Oui, il est plus têtu, mais il ne soupçonne rien. 1 semaine, 2 maximum, et tout sera à moi. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte de la chambre. Lorraine était figée près de la fenêtre, le téléphone à la main. Nos regards se sont croisés, la panique dans ses yeux. Je te rappelle, a-t-elle murmuré avant de raccrocher. Le silence s'est étiré. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle commencé, sa voix déjà faible. Je n'écouterai plus de mensonges, ai-je coupé. Ses jambes ont tremblé. Sa main s'est portée à sa poitrine. Sa respiration s'est accélérée. Elle tentait une de ses crises, mais je suis resté immobile. J'ai mal, Georges, mes pilules. Tes pilules sont des vitamines, Lorraine. Tu n'auras pas de crise parce que tu n'es pas malade. Elle a pâli, non de maladie, mais de peur. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je sais tout. Je sais que tu n'as jamais été malade. Je connais ton plan avec Maricela et le docteur Marcel, l'argent volé, les comptes secrets, les faux documents. La façade de fragilité s'est effondrée. Elle s'est redressée, le visage froid et calculateur. Depuis quand sais-tu? A-t-elle demandé d'une voix ferme. Assez longtemps. Elle a ri amèrement. Le docteur Martin. J'aurais dû deviner que cet idiot gâcherait tout. Marcel n'aurait jamais rien dit. Marcel m'a tout dit il y a 1 semaine. Il est mourant et voulait se décharger la conscience. Elle a calculé l'étendue de mes connaissances. Bien. Et que vas-tu faire, Georges? Divorcer. Vas-y. Mais tu ne t'en sortiras pas indemne. J'ai des témoins qui diront que tu étais un mari négligent, que tu m'as abandonné. Tes complices, Maricela? Des voisins, des amis, des dossiers médicaux. Des dossiers médicaux falsifiés par un docteur corrompu, dont j'ai la confession écrite et signée. J'ai vu quelque chose se briser en elle, mais elle est devenue plus agressive. Et tu crois qu'un juge te croira? Je suis la victime. Je me soucie de la vérité et elle est documentée. Photos de toi marchand, vidéo d'un détective privé, email avec Maricela, relevé de comptes prouvant le vol, document d'un expert comptable attestant la fraude. Son visage s'est vidé de son sang. Tu mens? Non. Pour la première fois en 5 ans, quelqu'un dit la vérité. Lorraine s'est effondrée sur le lit, vaincue. Pourquoi? Ma voix s'est brisée. Si tu voulais un divorce, la maison, l'argent, nous aurions pu parler. Tu n'avais pas à me détruire ainsi. Elle m'a regardé, avec tristesse ou lassitude. Parler n'aurait rien donné. Tu es trop attaché à tes principes. Tu aurais rendu le divorce long et coûteux. Avec la maladie, je n'avais qu'à attendre. Tu me donnais tout par culpabilité. Tout ça pour la pure cupidité? Pour ma survie, pour mon avenir. J'ai 48 ans, Georges. Ce n'est pas facile de tout recommencer. J'avais besoin de ressources. Tu avais un mari qui t'aimait, qui te donnait sa vie. Elle ne voulait pas mon amour, mais mon argent, ma stabilité.
Tout était parfaitement planifié jusqu'à ce que ce maudit nouveau médecin mette son nez là où on ne l'attendait pas. Je m'assis sur le canapé, soudain épuisé jusqu'à l'os. Demain, les papiers de divorce te seront remis. Tu seras aussi poursuivi pour fraude. L'assurance maladie est au courant des fausses déclarations et la police a toutes les preuves des comptes et documents falsifiés. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ta femme, s'écria Lorraine, se levant d'un bond. Tu es une étrangère. Je ne sais pas qui tu es vraiment, je ne l'ai jamais su. Il n'y a rien à arranger. Tout est fini depuis 5 ans, je l'ignorais juste. Elle changea de tactique, s'agenouillant devant moi. Les larmes peut-être réelles cette fois. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'en supplie. J'irai en prison. Ma vie sera ruinée. Ma vie est déjà ruinée, Lorraine. 5 ans de ma vie perdus à jamais. Un travail, des amitiés, ma santé, ma dignité, tout ça à cause de tes mensonges. J'ai été faible, stupide, mais nous pouvons recommencer. Non, l'interrompis-je en me levant. Il n'y a pas de nouveau départ pour nous. Je dormirai chez Brenda ce soir. Demain, je commencerai à déménager définitivement. Tu peux rester ici jusqu'à ce que la procédure légale tranche pour la maison. Tu n'as nulle part où aller, pas d'argent, pas de travail. Moi, j'ai retrouvé ma dignité, et c'est plus que tout ce que j'ai eu ces 5 dernières années. Je rangeai quelques affaires dans une valise. Lorraine me suivit, alternant supplications et menaces. Tu vas le regretter. Je dirai à tout le monde que tu m'as abandonné. Personne ne te croira. S'il te plaît, Georges, ne me quitte pas. J'ignorais tout, terminais de faire mes bagages et me dirigeais vers la porte. Georges, m'appela-t-elle une dernière fois. Sa voix, plus réelle que jamais, me fit me retourner. M'as-tu jamais aimé demanda-t-elle. Même un peu, ou n'était-ce que devoir et sacrifice? Je la regardais, cette femme qui avait partagé ma vie 16 ans. Je t'ai aimé de tout mon être. Je t'ai aimé au point de me perdre, et ce fut mon erreur, pas la tienne. J'ai appris que l'amour ne devait pas détruire. Il ne devrait pas coûter tout ce que l'on est. Et maintenant? Maintenant? Rien. Juste de la fatigue et le besoin de guérir. Je quittai la maison sans un regard en arrière. Brenda m'accueillit à bras ouverts. Elle me prépara du thé, m'offrit un lit et me laissa pleurer. C'est fini, tu es libre, me dit-elle en me serrant. Mais je ne ressentais pas encore la liberté, plutôt l'impression de marcher parmi les ruines, cherchant quelque chose à reconstruire. Le lendemain, mon avocat, Omar, m'appela. Les papiers de divorce étaient remis. Lorraine avait 24 heures pour répondre. Il avait aussi déposé une motion pour geler les comptes conjoints et protéger les actifs restants. Les enquêtes criminelles progressaient. L'assurance maladie était furieuse et le parquet montrait un vif intérêt face à l'ampleur de la fraude. Les jours passèrent. Lorraine engagea un avocat agressif qui tenta de me dépeindre comme le méchant, propageant des rumeurs d'abus ou de négligence. Mais les preuves, photos, vidéos, documents, la confession du docteur Marcel, étaient irréfutables. L'avocat de Lorraine commença à parler d'un accord. « Elle veut négocier », me dit Omar. « Elle est prête à renoncer à la maison et au compte si tu abandonnes les poursuites pénales. Elle prétend n'avoir presque plus rien, mais propose un plan de paiement pour rembourser ce qu'elle peut. » J'y réfléchis plusieurs jours. Une part de moi réclamait vengeance, la voyant payer pleinement. L'autre, épuisée, aspirait à la paix et à clore ce chapitre. Je dis à Omar que je voulais y penser. La décision était lourde, trop d'émotions et de douleurs à gérer. Cette semaine-là, je rencontrai le docteur Marcel. Sa licence médicale était en cours de révision. Il la perdrait probablement. « Je ne suis pas venu te demander pardon », me dit-il dans une discrète cafétéria. « Je sais que je ne le mérite pas. Je suis venu te donner quelque chose qui pourrait t'aider. » Il me tendit une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Les enregistrements de toutes mes conversations avec Lorraine. Je les ai faits par précaution, puis parce que je sentais que ça finirait mal. Il y a des heures de matériel où elle admet la farce, planifie les détails, se moque de toi. Je pris l'enveloppe sans l'ouvrir. « Pourquoi ne m'avez-vous pas donné ça plus tôt ?» demandai-je. « Parce que j'étais un lâche », répondit le nouveau médecin. « Quand le docteur Marcel est mort, il y a 2 semaines, j'ai réalisé que je pouvais être le suivant, et je ne voulais pas mourir en sachant que j'avais laissé faire. Le docteur Marcel est mort,
répétai-je à voix basse. Le nouveau médecin fit une pause. C'était un cancer du pancréas, rapide et douloureux. Dans ces derniers jours, il m'appelait en pleurant, disant que la culpabilité le rongeait. Je ne sais pas si elle l'a littéralement tué, mais elle ne l'a pas laissé vivre en paix. Je quittais cette réunion, l'enveloppe en main, l'esprit embrouillé. Le docteur Marcel était mort, rongé par la culpabilité. Lorraine vivrait avec les conséquences de ses actes et moi avec les cicatrices de 5 ans de tromperie. Cette nuit-là, j'écoutais quelques enregistrements. C'était comme rouvrir une plaie. La voix de Lorraine, si froide et calculatrice quand elle pensait n'être pas écoutée, me souleva le cœur. Il y avait cet extrait d'il y a 3 ans. Georges est parfait pour ça. Assez intelligent pour bien gagner sa vie, mais assez émotif pour être manipulé. Tant que je pleurerai, il fera tout. Et un autre, d'il y a 6 mois. Parfois, ça me dégoûte de devoir faire semblant que je m'en soucie, mais c'est juste encore un peu de temps. Je coupais. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Il y avait assez de preuves, assez de douleur. Le lendemain, je dis à Omar que j'acceptais l'accord, mais sous des conditions strictes. Lorraine renonçait à la maison, au compte et à tout actif à mon nom. Elle signerait un document admettant la fraude et s'engagerait à ne pas me diffamer. Elle rembourserait ce qu'elle pouvait via un plan supervisé par la Cour. Et en retour, je ne poursuivrais pas les charges criminelles les plus graves. Omar demanda pour l'assurance. Je ne ferais rien pour elle, ni contre elle. La justice suivrait son cours de ce côté-là. Omar rédigea les documents. Après des négociations, nous parvînmes à un accord. 3 semaines après mon départ de cette maison, nous nous retrouvâmes chez Omar pour signer les papiers du divorce et l'accord. Lorraine arriva avec son avocat. Elle avait vieilli, le visage creusé d'ojra, les cheveux négligés. Ironiquement, elle avait enfin l'air réellement malade. Nous nous assîmes face à face, sans nous regarder. L'avocat de Lorraine confirma son accord. Omar fit passer les documents, un par un. Lorraine les signa, sa main tremblant légèrement. Au dernier papier, celui du divorce, elle marqua une pause. « Puis-je parler à Georges, seul, 1 minute ?» J'acquiesçai. Nous sortîmes dans le couloir, séparés par une distance qui me parut infinie. « Je n'attends pas ton pardon, » commença-t-elle. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je dois te dire quelque chose. Au début, tout était calculé, mais il y a eu des moments, surtout la 2e et 3e année, où une partie de moi voulait arrêter, où je voyais tes sacrifices et je me sentais mal. Et pourquoi n'as-tu pas arrêté ? Parce que j'étais allé trop loin. Peur des conséquences. Plus facile de mentir que d'affronter la vérité. Je suis lâche, Georges. Une lâche qui a choisi la facilité. Ça est censé me faire me sentir mieux ? Non, juste que tu saches que tu n'es pas le seul à avoir perdu 5 ans. Je les ai passés à vivre un mensonge, à jouer un rôle, sans être réel. Maintenant, tout le monde me déteste, ma famille m'a tourné le dos. Je suis seul. C'est la conséquence de tes choix. Je sais et je les accepte. Mais si je pouvais revenir en arrière ? Tu ne le ferais pas, l'interrompis-je. Je ne te crois pas. Je crois que tu recommencerais, mais avec plus de prudence pour ne pas te faire prendre. Elle ne nia pas, ce qui en disait long. Adieu, Lorraine, dis-je avant de retourner au bureau. Nous signâmes les derniers papiers. Le divorce était officiel. Après 16 ans de mariage, dont 5 de cauchemars, j'étais enfin libre. En sortant, Brenda m'attendait. Elle m'embrassa. « Comment te sens-tu ? » Vide, soulagé, triste, tout à la fois. C'est normal. Tu viens de clore un chapitre immense de ta vie. Les mois suivants furent ceux de la reconstruction. Je me suis mis en quête d'un emploi. 5 ans d'absence du marché du travail rendaient la tâche ardue. Mon expérience était obsolète. Une petite entreprise d'ingénierie m'offrit une chance. Le poste, avec un salaire de 800 € par mois, était loin de mes attentes passées. Mais c'était un début. Le premier jour, j'ai pleuré aux toilettes, non de tristesse, mais de soulagement. Je me sentais enfin utile, redevenant moi-même. J'ai également commencé une thérapie avec la Dré Amalia, une femme sage qui m'a aidé à surmonter le traumatisme. Elle m'a révélé avoir été victime d'abus psychologiques et financiers de la part de Lorraine, des marques profondes.
Comment faire à nouveau confiance? Ai-je demandé. En commençant par vous-même, en reconnaissant les signaux d'alerte, en posant des limites, en affirmant votre valeur. Des mois durant, nous avons reconstruit mon estime de moi, appris à poser des limites et à privilégier mes besoins. J'ai lentement renoué avec mes anciens amis. Certains m'ont accueilli à bras ouverts. D'autres, blessés par mon absence, étaient plus méfiants. Marcel, un ami de longue date, m'a invité à prendre un café. Tu n'as pas à t'expliquer, Georges. Brenda m'a raconté les grandes lignes. Je suis là si tu as besoin. Ces amitiés reprenaient vie. Je suis aussi sorti davantage. D'abord avec Brenda, puis seul, savourant la liberté de ne plus devoir rentrer à la hâte. La maison, légalement mienne, était saturée de souvenirs douloureux des veilles et des nuits passées sur le canapé. J'ai décidé de la vendre. Omar m'a aidé. Après l'hypothèque, il restait juste de quoi louer un petit appartement. Modeste, ce nouvel appartement était entièrement mien. Chaque choix de décoration m'appartenait. La première nuit, dans mon propre lit, libre de toute contrainte, j'ai dormi 10 heures d'affilée. 6 mois après le divorce, ma vie avait pris une tournure inattendue. Ce n'était plus la vie d'avant Lorraine, mais une nouvelle, bâtie sur des cendres, fragile mais authentique. Au travail, j'ai été promu. Mon salaire est passé à 2 500 € par mois. Ricardo, mon chef, m'a confié un projet majeur, ayant remarqué ma dévotion malgré mon absence. J'ai accepté, fier et craintif, redécouvrant la confiance professionnelle. Le succès du projet a reconstruit ma confiance en moi, si longtemps érodée par Lorraine. J'ai repris le football du dimanche, abandonné quand Lorraine préférait nos week-ends ensemble. Chaque match me courbaturait, mais je me sentais vivant, au-delà de mon drame personnel. J'y ai rencontré Miguel, lui aussi en reconstruction après un divorce. Pas aussi dramatique que le tien, a-t-il dit, mais douloureux, 15 ans avec quelqu'un qui s'est révélé différent. Nous sommes devenus amis, partageant dîners et discussions sur la guérison et la solitude. As-tu pensé à te remettre en couple? M'a demandé Miguel un soir. Je ne savais pas si j'étais prêt, ni si je le serais un jour. Miguel a compris ma réticence à faire confiance à nouveau. C'est normal, Georges, mais tout le monde n'est pas comme Lorraine. Donne-toi du temps. Pendant ce temps, Lorraine subissait les conséquences de ses actes. Ma sœur Brenda m'a informé, l'assurance l'avait poursuivie en justice. Elle a perdu le procès et a été condamnée à payer 150 000 € de dommages et intérêts. Sans cet argent, elle a dû déclarer faillite, perdant tout. Elle a déménagé dans un petit appartement d'un quartier difficile et a trouvé un travail au supermarché, juste de quoi survivre. Sa complice, Maricela, a également été accusée d'avoir aidé à falsifier des documents. Elle a écopé de 2 ans de probation et d'une lourde amende. Un jour, Brenda m'a dit que l'avocat de Lorraine avait demandé si j'accepterais de lui parler. J'ai hésité, une part de moi curieuse des années passées. Mais ma raison m'a rappelé que je ne lui devais rien. J'ai finalement répondu à Brenda, je n'ai rien à lui dire. Ce chapitre est clos. Ma thérapeute, la docteure Amalia, m'a aidé à accepter ma décision. Vous n'avez aucune obligation de lui offrir une clôture, Georges. Vous vous êtes donné la vôtre, c'est ce qui compte. Malgré ma culpabilité, elle a insisté. Lorraine faisait face aux conséquences naturelles de ses choix, et ce n'était pas mon rôle de la sauver. Après 5 ans passés à la sauver d'une fausse maladie, je ne me sacrifierai pas pour les conséquences réelles de ses actes. 1 an après le divorce, j'ai reçu une longue lettre manuscrite de Lorraine. J'ai lu ses pages d'excuses et de justifications, expliquant être en thérapie et comprendre le mal qu'elle avait fait. Elle y écrivait « Je n'attends pas ton pardon. Je regrette profondément et j'espère que tu as trouvé la paix. » Je l'ai rangé sans répondre, mais cela m'a fait réfléchir au pardon. Pas son pardon, mais le mien. J'ai réalisé que ma douleur venait aussi de ma propre culpabilité. Ne pas avoir vu les signes, avoir été si naïf. La docteure Amalia m'a assuré que ma confiance était normale dans une relation engagée, contrairement à l'abus systématique de Lorraine, experte dans son jeu. Apprendre à me pardonner fut plus ardu que de vivre sans elle, mais j'y suis parvenu. 18 mois après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Je n'en cherchais pas, évitant même toute romance, mais la vie surprend. Elle s'appelait Brenda, comme ma sœur, ce qui prêtait à sourire.
Comptable dans ma boîte, nos conversations, d'abord légères, sont devenues plus profondes. Elle aussi se remettait d'une relation difficile. Je l'ai invitée à prendre un café. Je ne cherche rien de sérieux, a-t-elle avoué. Moi non plus, ai-je dit. C'était agréable d'avoir la compagnie de quelqu'un qui comprenait, sans pression ni attente. Nous sommes sortis plusieurs fois, sans engagement. Mais un soir, après un dîner plaisant, elle m'a pris la main. Je sais qu'on a dit d'y aller doucement, et je veux continuer. Mais je veux aussi que tu saches que tu me plais, Georges. J'aime la personne que tu es. Une seconde de panique m'a traversé. J'ai senti la peur de faire confiance, mais aussi l'espoir. Je lui ai avoué qu'elle me plaisait, malgré ma grande peur. Elle a reconnu cette peur mutuelle et nous avons décidé d'essayer, sans pression. Nous avons continué à nous fréquenter, construisant une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Mon passé avec Lorraine ravivait parfois ma méfiance, mais Brenda était patiente, compréhensive et d'une franchise réconfortante, ce qui me donnait espoir. 3 ans de lente reconstruction s'étaient écoulés depuis mon départ. À 54 ans, les 5 années de tromperie avaient laissé des marques physiques, cheveux gris, rides profondes, dos douloureux. Mais émotionnellement, j'étais plus serein que jamais. Ma carrière avait repris. Désormais chef de projet en ingénierie, je gagnais 3 500 € par mois, de quoi vivre confortablement, épargner et aider ma sœur Brenda. Ma relation avec Brenda, la comptable, a mûri. Après 1 an, nous avons emménagé. Ce pas m'effrayait, mais elle respectait mes craintes. Partager un espace ravivait mes angoisses nocturnes, me poussant à chercher des signes de tromperie. Grâce à la thérapie et à sa constante honnêteté, ces épisodes ont diminué. J'ai appris que l'amour sain respecte les limites et la réciprocité. J'ai eu peu de nouvelles de Lorraine. Ma sœur avait cessé de m'en parler. Je savais qu'elle travaillait au supermarché, remboursant ses dettes. Il y a 6 mois, je l'ai croisée par hasard. Son regard, empreint de honte et de tristesse, a croisé le mien. Vieillie, grise, courbée, elle portait les marques de ses choix. Je n'ai ressenti que l'indifférence, signe de ma guérison. Le vrai pardon, c'est que le mal ne contrôle plus votre vie, que la paix remplace la tempête. Il y a 1 an, la docteure Amalia m'a donné mon congé. Elle a souligné que Lorraine m'avait certes volé 5 ans de ma vie et ma confiance, mais que j'avais regagné ma dignité et la capacité à poser des limites saines. J'étais plus fort grâce à cette épreuve. Je n'aurais jamais choisi cette souffrance, mais j'en suis ressorti plus conscient et authentique. J'ai appris que l'amour vrai respecte et fait grandir, qu'il ne demande pas de se renoncer. Dire non est un acte d'amour-propre. Je reconnais désormais les signaux d'alerte. Isolement, dépendance émotionnelle, culpabilité, demandes incessantes. Je les stoppe avant qu'ils ne s'enracinent. Ma sœur Brenda s'est mariée l'année dernière. Lors de son mariage, j'ai fait un discours sur le soutien familial et comment elle m'avait sauvé. En me serrant dans ses bras, elle m'a murmuré « Toi aussi tu m'as sauvé. Tu m'as appris que la force n'est pas d'endurer tout, mais de demander de l'aide. » Ces années m'ont révélé l'importance de la communauté. Miguel, mon ami footballeur, Ricardo, mon chef devenu mentor, et d'autres encore, ont formé un réseau de soutien inattendu. L'isolement est dangereux. Nous avons besoin de personnes qui nous voient et nous connaissent vraiment. Il y a 1 mois, Brenda, ma compagne, a abordé l'avenir, le mariage. La panique m'a serré la gorge. L'idée m'effrayait, après Lorraine. Elle a compris. Pas besoin d'un papier pour valider ce que nous avons. Je voulais juste connaître tes pensées sur notre avenir. Je lui ai avoué ma peur persistante, mais aussi la certitude que notre lien est réel, honnête et réciproque. Je voulais construire cet avenir avec elle, à mon rythme. Elle a souri. Ton rythme me convient parfaitement. Ainsi, nous avançons jour après jour, bâtissant sur l'honnêteté et le respect mutuel. Parfois, les cauchemars des 5 ans me hantent. Je me vois piégé, me perdant. Mais je me réveille aux côtés de celle qui m'aime, dans une vie bâtie avec effort. Je respire, me rappelant que j'ai survécu, que je me suis échappé. Si je pouvais parler au Georges d'il y a 5 ans, je lui dirais « Ta bonté n'est pas une faiblesse. Ta capacité d'aimer est un don. Offre-le à quelqu'un qui le valorise et le respecte.
à quiconque se sent obligé de tout sacrifier, de perdre son identité. Tu n'es pas tenu de t'immoler pour réchauffer quelqu'un d'autre. Le véritable amour ne te demande pas de disparaître. Si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus déguisé. Aujourd'hui, je vois des possibilités, un avenir. Lorraine m'a volé 5 ans, mais pas le reste de ma vie. Cette victoire est la mienne. Chaque jour où je vis authentiquement, où je choisis mon bien-être, où j'établis une limite saine, j'affirme ma survie. La liberté ne semble pas toujours glorieuse. Elle peut ressembler à des ruines. Mais avec le temps, le soutien et un travail constant, ces ruines deviennent les fondations de quelque chose de nouveau, de meilleur, de vrai. Cela suffit. En repensant à tout cela aujourd'hui, je comprends que rien n'était un hasard. Ce que je croyais être une catastrophe était en réalité un avertissement. Si je n'avais pas entendu cette conversation cette nuit-là, j'aurais peut-être signé les documents, perdu ma maison et ma dignité sans même m'en rendre compte. Je crois maintenant que certaines intuitions ne viennent pas de la peur, mais d'une forme de protection. Mon instinct m'a sauvé quand mon cœur était trop fatigué pour voir clair. Ce que j'ai vécu m'a appris que parfois, la douleur n'est pas une punition, mais une porte qui s'ouvre vers la vérité et la liberté. Si je pouvais te dire une seule chose, ce serait celle-ci. N'ignore jamais ce que tu ressens au fond de toi. Ne signe rien sous la pression. Ne crois pas quelqu'un uniquement parce que tu l'aimes. Et n'aie pas peur de vérifier la vérité. La confiance est précieuse, mais elle ne doit jamais être aveugle. Entoure-toi de personnes honnêtes. Demande de l'aide. Protège tes preuves et tes limites. Ta bonté est une force, mais seulement si elle ne te détruit pas. Tu as le droit de dire non, même à ceux que tu aimes. Ce que j'ai compris, c'est que l'amour n'est pas un sacrifice total et que la famille ou le couple ne justifie pas la manipulation. J'ai souffert parce que j'ai confondu amour et renoncement à moi-même. Lorraine a pu me tromper parce que je voulais croire qu'aimer signifiait tout accepter. Le jour où j'ai cessé de me taire, tout a changé. La vérité est apparue parce que j'ai osé regarder la réalité en face. J'ai appris que la justice n'est pas la vengeance, mais la capacité de poser des limites et de reprendre le contrôle de sa propre vie. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi pour entendre d'autres récits qui parlent de courage, de vérité et de dignité. Ces histoires existent pour rappeler une chose simple. Personne ne mérite de perdre son identité par amour. Elles sont là pour aider chacun à ouvrir les yeux et à se relever, même après les trahisons les plus douloureuses. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Certains éléments ont été romancés pour renforcer l'émotion, mais le message est réel. Que chacun trouve la force de se protéger et de choisir la vérité, même quand elle fait mal. Que la vie vous bénisse et vous guide.